Chapitre 8, seconde vidéo. Deuxième partie, quelle mutation la conflictualité connaît-elle ? Première sous-partie, vers un déclin des conflits du travail. De nos jours, les conflits sociaux sont davantage médiatisés et plus visibles, notamment concernant les grèves des services publics. Les conflits sociaux sont tout de même moins nombreux que dans les années 60-70. On a assisté à un déclin très net du nombre de journées individuelles non travaillées, c'est-à-dire du nombre de jours de grève en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, si on met de côté l'année 68, qui reste une année exceptionnelle. Le nombre de jours de grève est passé de 20 millions en 1947 à 3 millions au début des années 70. Le nombre de grèves a énormément diminué dans le secteur privé. Le secteur public est moins concerné par cette diminution. Cependant, le secteur public emploie beaucoup moins de travailleurs. Le nombre de journées individuelles non travaillées a donc tout de même tendance à fortement baisser. De plus, le taux de syndicalisation a fortement diminué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le taux de syndicalisation, c'est-à-dire la mesure de la proportion de personnes syndiquées dans la population active occupée, est de environ 8% de nos jours, contre 40% en 1950. Le taux de syndicalisation est plus élevé dans le secteur public et dans les grandes entreprises. La France est un des pays développés où le taux de syndication est le plus faible. Le taux de syndicalisation aux États-Unis reste plus élevé, il est aux alentours de 12%. Les conflits sociaux sont donc moins nombreux de nos jours et on évoque par ailleurs une institutionnalisation des conflits sociaux. L'institutionnalisation, c'est le processus de reconnaissance, de routinisation des mouvements sociaux. Donc cette institutionnalisation des conflits du travail, en ayant des revendications, les mouvements cherchent une reconnaissance de la part des pouvoirs publics, qui les mène souvent à une banalisation de ces relations. Les syndicats sont aujourd'hui les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics. Dans les années 50, les gouvernements étaient assez méfiants avec les syndicats. Aujourd'hui, ils sont considérés comme étant les partenaires privilégiés du dialogue. On constate aussi une pacification des mouvements sociaux. Pour expliquer le déclin des conflits, on évoque le paradoxe de l'action collective, demande Cour-Olson. Pour Olson, les individus peuvent être amenés à ne pas se mobiliser, malgré un intérêt commun, car chacun veut se comporter comme un freerider, un passager clandestin. Chacun veut profiter de ce que les autres font, sans jamais participer. Ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'individus attendent que les autres agissent, et au final, personne n'agit. Afin de résoudre ce problème, ce paradoxe, Mancur-Olson préconise la mise en place d'incitations sélectives, comme par exemple de contraindre les individus à adhérer à un syndicat lors de l'embauche, afin de mobiliser davantage les individus. Par ailleurs, pour souligner ce déclin des conflits, on peut aussi évoquer les modes de régulation des conflits, c'est-à-dire l'ensemble des règles découlant des confrontations sociales qui assurent une pérennité du fonctionnement social. Les modes de régulation des conflits que les conflits sociaux pourraient remettre en cause permettent au système social d'intégrer les conflits. Ils peuvent même alors apparaître comme étant nécessaires, car ils permettent aux règles du jeu d'émerger et de s'imposer. C'est parce que les modes de régulation des conflits évoluent qu'on constate en partie une diminution des conflits sociaux. Mais nous constatons tout de même un renouvellement des conflits du travail. Pour Marx, les conflits du travail sont des conflits liés à la lutte des classes, c'est-à-dire les conflits qui opposent les prolétaires et les capitalistes. Ces conflits sont inévitables, en raison de la polarisation de la société. Pour qu'il y ait lutte des classes, il faut que les classes se mobilisent. Or, on a constaté qu'au cours des Trente Glorieuses, la société s'était moyennisée. La moyennisation modifie profondément les classes sociales, et notamment la classe ouvrière, dont les conditions matérielles d'existence ont été bouleversées, et dont la conscience de classe s'est effritée. Par conséquent, la moyennisation joue en défaveur de la lutte des classes, et donc des conflits traditionnels du travail. De plus, les Trente Glorieuses ont permis l'émergence d'une société post-matérialiste, qui génère de nouveaux conflits et de nouveaux mouvements sociaux. Les changements économiques et sociaux importants des années 60-70 ont eu des conséquences sur les comportements et les aspirations des individus. C'est Ronald Inglehart qui constate que les sociétés occidentales sont devenues des sociétés post-matérialistes. Elles ont en effet connu 4 changements essentiels à la suite de la Seconde Guerre mondiale. La croissance économique et le progrès technique, une paix durable, la massification scolaire, ainsi que le développement des médias. Les 2 premières
transformations ont apporté la sécurité matérielle aux individus. L'ère de prospérité, de paix, permet à une majorité de la population de satisfaire des besoins primaires et contribue à diffuser un sentiment de sécurité dans l'opinion. Toutes ces transformations ont alors amené un changement dans les valeurs des individus, qui sont désormais des besoins liés à l'identité et à la réalisation de soi. Depuis les années 80, la croissance ralentit fortement, et le chômage augmente. Ce changement de contexte va peser sur les conflits du travail en modifiant le visage. La modification du rapport de force entre employeurs et salariés en faveur des employeurs tend à affaiblir les conflits, notamment par la peur de perdre son emploi. Les revendications vont se transformer. On voit se multiplier les conflits défensifs contre les suppressions d'emplois, contre les changements des statuts d'entreprise, contre le développement de la précarité. Les salariés s'opposent donc aux transformations des entreprises et des services publics, plus ou moins imposées par la libéralisation des échanges et du marché. De plus, les formes des actions collectives se transforment également. De manière générale, la forme traditionnelle du conflit, la grève de 2 jours, est en recul, et on constate de nouvelles formes d'action collective qui ne passent pas par l'arrêt de travail. Les salariés font grève les uns à la suite des autres, 1 heure ou 1 journée, afin de désorganiser le processus de production. C'est la grève perlée, ou une grève tournante. On voit apparaître également des grèves du zèle, application stricte des consignes dans des procédures qui ralentit considérablement la production. On le constate notamment dans les conflits sociaux dans les aéroports. Enfin, certains conflits sociaux se radicalisent et deviennent parfois violents. La séquestration de cadres dirigeants. Par exemple, le directeur de la FNAC en 2012. Ou alors, les acteurs du conflit peuvent menacer d'actions violentes. La radicalisation des conflits est en mettre en relation avec l'absence de dialogue. On constate donc que les conflits du travail, non seulement n'ont pas disparu, mais ces conflits du travail se renouvellent. Ça passe par la grève du zèle, ça passe par la grève perlée ou tournante, ça passe par des mesures symboliques. Passons à la seconde sous-partie de cette grande partie. Grand B, nouveaux acteurs, nouveaux enjeux, nouvelles formes, l'émergence des nouveaux mouvements sociaux. La remise en cause de la centralité des conflits du travail a vu l'émergence des nouveaux mouvements sociaux, les NMS, qui sont apparus dans les années 60-70 et qui ont renouvelé les formes de l'action collective, qui se caractérisent par une certaine rupture avec les modes d'action et de revendication traditionnels des syndicats et des partis politiques. Les années 70 voient donc apparaître des mouvements sociaux qui ne s'apparentent pas à des conflits du travail. Ils sont menés par de nouveaux acteurs et portent sur de nouveaux enjeux. Et les répertoires de l'action collective mobilisée se diversifient. Ces nouveaux acteurs rejettent une situation injuste ou préjudiciable à leurs propres intérêts ou à celui des autres, comme les écologistes ou encore les partisans du commerce équitable. Une partie de ces mouvements sont des mouvements considérés comme étant altruistes. La grève n'est alors plus possible comme mode d'action dans ce type de mouvement social. D'où la nécessité d'employer d'autres méthodes, comme le boycott, les marches de protestation, les barrages routiers, les occupations de locaux, etc. etc. Il s'agit ici d'occuper l'espace public de manière visible, afin de prendre à témoin l'opinion publique et de faire pression sur les autorités pour qu'elles prennent des décisions. Les médias ici jouent donc un rôle central dans les stratégies des mouvements. L'objectif, c'est de mobiliser l'opinion publique sur une question, afin de bouleverser l'ordre du jour de l'agenda politique. Pour qu'une mobilisation soit un succès, il faut qu'elle soit médiatisée, et surtout que les médias en fassent un traitement favorable. D'où l'appel à des personnalités connues et reconnues qui facilitent l'accès aux médias. Par exemple, l'abbé Pierre pour la défense des mal logés, à partir de l'hiver 54, Josiane Balasco pour les sans-papiers, de la rue de la Banque à Paris, etc., etc. Comme le souligne Engelhardt, ces mouvements sociaux sont basés sur des valeurs post-matérialistes, c'est-à-dire des revendications qualitatives sur les modes de vie et sur les valeurs. Ils ne sont pas initiés par les mêmes acteurs que les traditionnels conflits du travail, car dans ces nouveaux mouvements sociaux, les classes moyennes y sont très représentées. On peut par exemple citer le mouvement écologiste, le mouvement d'égalité des droits. La spécificité des nouveaux mouvements sociaux, des NMS,
c'est leur mode d'organisation de l'action collective. Ils ont élargi ce que Charles Tilly appelait les répertoires de l'action collective. Les individus agissent collectivement selon des formes plus ou moins codifiées. Ce répertoire s'adapte et évolue dans le temps. Tilly distingue plusieurs formes de répertoire de l'action collective. Le premier, le local patronné, qui avait lieu de 1650 à 1850. Les intérêts défendus étaient les intérêts des corporations, des communautés. Le rapport aux autorités était la nécessité d'avoir le soutien des puissants. La protestation se faisait dans des rassemblements. La formulation des revendications était codée, on détournait des symboles. Et les lieux de mobilisation se faisaient principalement sur les sites même de l'injustice, avec un niveau de violence assez fort. Ensuite, de 1848 à 1980, on assiste au national autonome. Les intérêts défendus sont assez variés. Il y a un défi direct aux autorités. La protestation se fait en un regroupement volontaire par une organisation nationale. Les revendications sont explicites. Il y a un mot d'ordre national et les lieux sont plus visibles. Par contre, la violence est beaucoup plus réduite. La protestation est considérée comme étant ritualisée. Et enfin, le troisième répertoire d'action collective, c'est le modèle transnational solidariste, depuis les années 80. Ce sont des mouvements où les intérêts défendus sont plus universels, comme par exemple l'environnement ou la lutte contre la mondialisation néolibérale. Les organisateurs refusent toute délégation politique. Ils s'opposent généralement à la récupération par les partis politiques de leur mouvement. On passe du local au global, via des forums sociaux, des campements d'indignés, l'occupation d'une place à Paris. On passe d'un militantisme classique à un militantisme d'expertise. Le rôle du droit et des médias est accru. On se mobilise aussi sur des lieux symbolisant par exemple la mondialisation néolibérale, comme par exemple le contre-sommet altermondialiste de l'été 2019. Et le niveau de violence est extrêmement faible. Ce répertoire d'action prône le fait d'être pacifique. Les nouveaux mouvements sociaux, en se recentrant autour d'un petit nombre de militants ou d'activistes, dépassent le paradoxe de l'action collective de Moncure-Olson, ce qu'on a vu tout à l'heure. De plus, leurs modes d'action sont très efficaces pour assurer une forme de médiatisation, comme Greenpeace, Sea Shepherd ou le mouvement de Notre-Dame-des-Landes. Leurs différentes actions, plus ou moins provocatrices, sont amenées à interpeller les médias, la population ou l'État sur le malaise environnemental, ou de groupes identitaires, notamment lorsque le groupe ACT UP installe un préservatif géant sur l'Obélix, place de la Concorde à Paris. Par ailleurs, on constate que de nos jours, les mouvements sociaux s'organisent, principalement autour d'Internet et des réseaux sociaux numériques. Ça a été notamment le cas avec le mouvement des Gilets jaunes, ou encore avec le mouvement Extinction Rebellion. En conclusion, la conflictualité connaît de nombreuses formes au cours de l'histoire. D'abord, le conflit est centré sur le monde du travail, qui tend à modifier dans ses modalités au fil du temps. Puis, l'émergence des valeurs post-matérialistes font naître les NMS qui renouvellent les répertoires de l'action collective.